Contrairement à tous les speakers qui ont parlé avant moi, je ne vous parlerai pas de mon expérience personnelle. Déjà parce que je suis un tout petit peu plus âgée qu'eux et que comme j'ai l'habitude de sauter le pas dans ma vie professionnelle mais aussi personnelle, on en aurait pour toute la nuit. Alors moi je suis hypnothérapeute et peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai une marmite là, dans mon dos. En fait, imaginez que vous ayez toutes, tous, une marmite à votre disposition avec une potion magique à l'intérieur pour faciliter votre quotidien. Cette potion magique, elle pourrait vous permettre de vous libérer de ce vertige qui vous empêche d'aller changer l'ampoule du lampadaire. Elle pourrait vous permettre d'arrêter de vous ronger les ongles du jour au lendemain. Elle pourrait peut-être vous permettre aussi de trouver le courage d'aller parler à cette fille que vous regardez tous les matins à l'arrêt de bus sans oser l'aborder. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Cette potion magique, vous l'avez, toutes et tous en vous. Cette potion magique, contenue dans cette marmite, elle s'appelle l'inconscient. L'inconscient, qu'est-ce que c'est ? On en entend beaucoup parler dans de nombreuses thérapies, mais si on doit résumer, l'inconscient, finalement, c'est le siège de nos émotions. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants, des êtres aimants, mais aussi parfois des êtres souffrants. Alors, dans cette marmite pleine de capacités, de forces, de ressources que nous avons en nous, mais que nous ignorons peut-être ou que nous avons oubliées au fil des années, au fil des incidents de la vie, nous allons pouvoir malgré tout y avoir accès. A priori, nous n'avons pas le mode d'emploi. Et pourtant, l'outil qui nous permettra de soulever le couvercle de notre marmite, il s'appelle l'état de conscience modifié, ou l'état hypnotique, si vous préférez. Cet état de conscience modifié, là encore, vous l'avez toutes et toutes pendant la journée, puisque vous avez toutes et toutes un inconscient. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes happé par un bon livre, que vous êtes pleinement dans l'histoire, que vous suivez le héros, que vous sentez les odeurs, que vous touchez les textures en même temps que lui, vous êtes dans un état de conscience modifié. Vous êtes dans votre monde intérieur que vous vous créez par le biais des mots de l'auteur. Ça, donc, c'est un état hypnotique. L'état hypnotique, il va permettre effectivement d'aller lever des freins, des peurs, on en a beaucoup entendu parler tout à l'heure, des choses que nous nous mettons, nous, devant nous, pour nous empêcher d'avancer et de faire ce que nous avons à faire ou envie de faire. Cet état de conscience modifié, il est donc utilisé aujourd'hui dans des cabinets d'hypnothérapie pour aller rechercher ses forces et ses ressources. Mais il est utilisé depuis très longtemps, en fait. Ça n'est pas nouveau. Nous avons aujourd'hui la certitude, par le biais d'écrits, que les Sumériens, déjà en moins 4000 avant Jésus-Christ, utilisaient l'état de conscience modifié dans le cadre de soins. Alors aujourd'hui, pour soulever le couvercle de votre marmite, en venant voir un hypnothérapeute, comme moi, vous allez faire une séance. Cette séance, elle est très clairement définie. Elle se découpe en 6 étapes. La première, c'est l'étape qui s'appelle l'anamnèse. Celle-ci n'a rien de spécifique à l'hypnothérapie. Vous allez faire une anamnèse, quel que soit le praticien que vous allez voir, qu'il soit psychanalyste, psychologue, clinicien. Car l'anamnèse, en fait, ça ne se fait pas dans un état de conscience modifié. Enfin, a priori. L'anamnèse, c'est en fait l'échange que nous, praticiens, nous avons avec la personne qui vient nous voir. Cet échange, il nous permet déjà de faire la rencontre de cette personne, mais aussi de comprendre pourquoi elle vient nous voir, pourquoi elle nous consulte, de comprendre un peu son histoire, de comprendre également de quelle manière cette personne perçoit le monde. Nous allons faire ce que nous appelons, nous, en thérapie brève, c'est-à-dire rentrer dans sa carte du monde. Adopter le même vocabulaire qu'elle, les mêmes codes, de manière à pouvoir échanger avec elle de manière fluide, de manière à pouvoir nous entendre, et de manière, à l'issue de cette anamnèse, à fixer ce que nous appelons l'objectif thérapeutique, ce qui va être l'objet réel de la séance d'hypnose que nous allons faire après. La séance d'hypnose, elle commence donc juste après
lorsque nous amenons la personne à s'allonger sur notre fauteuil ou sur notre sofa. Déjà là, à partir du moment où la personne change de position, s'installe confortablement, mécaniquement, physiologiquement, ses ondes cérébrales s'abaissent. Et c'est ça, la porte d'entrée de l'état hypnotique. Alors, l'hypnothérapie est à dissocier vraiment de l'hypnose de spectacle. Je ne vais pas, moi, m'approcher de mon patient, le regarder dans les yeux et lui dire « aie confiance ». Non, ça ne marche pas. En tout cas, pas chez nous. Non, on va amener les personnes dans cet état de conscience modifié de manière très douce, simplement par des techniques narratives, avec un ton, un rythme de notre voix qui va l'amener à se détendre, à lâcher prise, finalement. Une fois cette phase d'induction faite, nous allons passer à la troisième étape qui est la phase d'approfondissement. Comme son nom l'indique, la phase d'approfondissement va permettre d'approfondir l'état de conscience modifié de manière à aller vers celui que nous avons décidé d'atteindre pour travailler l'objectif qui a été déterminé en début de séance. Et c'est donc une fois que nous avons terminé cet approfondissement de la transe, puisque c'est le mot consacré, que nous allons commencer réellement le travail thérapeutique. Alors, en hypnose ericksonienne, celle que je pratique et celle qui est la plus répandue en France, nous allons travailler souvent sous la forme de métaphores. L'inconscient adore les métaphores et sait parfaitement les adapter à la problématique du patient, ou du client, pardon. Je précise d'ailleurs, n'étant pas moi-même médecin, comme très peu d'hypnothérapeutes, je me dois de parler de clients et non pas de patients, donc je me reprends. Une fois donc que nous avons fait ce travail thérapeutique, donc je le disais, souvent par le biais de métaphores, mais ça peut être fait également par le biais d'injonctions un petit peu plus directes, d'histoires encastrées, enfin bref, de plein de techniques que nous avons en hypnose, nous allons ancrer l'objectif qui a été travaillé par le biais de ce que nous appelons une SPO, une suggestion post-hypnotique. Celle-ci se fait en quelques mots, en quelques phrases. Elle sert simplement à aller renforcer ce que nous sommes allés travailler de manière à ce que l'inconscient, à l'issue de la séance, continue le travail amorcé pendant la séance. Et puis, pour terminer, nous allons bien évidemment ramener notre client dans cet état de conscience ordinaire, celui que vous avez là maintenant, tout en douceur, aussi doucement que nous l'avons fait descendre dans cet état de conscience modifié. Et là, j'ai coutume de dire à mes clients de ne pas repenser à ce qu'ils ont entendu, imaginé ou ressenti pendant la séance, parce que bien évidemment, ils ont vécu dans leur intériorité. Ils ont ressenti des tas de choses, tout leur sens était en exergue et ils vont revenir avec plein d'émotions. Mais je leur demande de ne pas y repenser, de manière simplement à ne pas perturber le travail inconscient. Car ce que nous cherchons à faire en hypnose, c'est avant tout de contourner notre esprit conscient, celui qui nous met des freins, celui qui nous met ces peurs, comme celle dont on a parlé tout à l'heure. Donc à l'issue de la séance, la personne repart et bien évidemment, lorsqu'elle reviendra en séance suivante, nous repartirons sur une anamnèse et ça se déroulera de la même manière. Alors qu'est-ce que nous allons travailler en hypnothérapie ? Difficile de répondre à cette question en quelques minutes, tant les champs sont énormes, immenses, j'ai envie de dire infinis, puisqu'en fait, nous travaillons avec la psyché, avec notre psychisme, et c'est ce qui nous anime au bout du compte, quelles que soient nos actions, quels que soient nos gestes, nos idées. Alors, je vais quand même vous donner quelques exemples des champs d'application qui sont les plus couramment utilisés en cabinet d'hypnothérapie. On va parler bien évidemment en hypnose thérapeutique des addictions. J'imagine que vous avez tous, plus ou moins, entendu parler du sevrage tabagique par l'hypnose. On peut travailler également d'autres addictions, souvent celles-ci en parallèle avec d'autres corps médicaux, mais ça se fait de plus en plus. Nous allons travailler évidemment les peurs et les phobies, ça je l'ai déjà abordé tout à l'heure. Nous allons travailler toute la gestion des émotions, le stress, l'angoisse, et donc par ricochet les problèmes de sommeil qui sont souvent générés par cette gestion difficile des émotions.
Nous allons travailler également les troubles du comportement alimentaire, la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, l'orthorexie, je pourrais vous en citer plein comme ça, malheureusement il y en existe beaucoup. Mais ce qu'elles ont en commun, toutes ces maladies alimentaires, c'est que finalement, ce qui dysfonctionne, c'est la relation émotionnelle à l'alimentation et à d'autres choses, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, ce dysfonctionnement est dû à un problème émotionnel. Nous allons également travailler les traumatismes de tout ordre, les deuils. Je reçois également beaucoup d'étudiants dans mon cabinet en période de révision pour renforcer leur concentration, leur motivation à réviser. Et je les reçois également quelques semaines avant les examens, avant le jour J, pour les libérer du stress, de manière à ce qu'ils aient la pleine capacité le jour J. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous aider. Nous travaillons également en hypnothérapie la confiance en soi, évidemment, donc l'estime de soi, donc la prise de décision, donc la capacité à sauter le pas. Nous travaillons également tout ce qui est éthique, troubles obsessionnels compulsifs. Et je finirai par la sexothérapie, puisque je suis également sexothérapeute. En sexothérapie, on peut également utiliser l'hypnose, qui est un outil formidable pour lever là aussi des peurs ou travailler des traumatismes, et donc s'autoriser à se libérer, gérer des problèmes de désir, des problèmes de plaisir. Voilà à peu près tout ce qu'on peut faire en hypnose, du moins, encore une fois, les choses les plus couramment suivies en cabinet. Je vais essayer de vous illustrer quand même tout ça par des exemples concrets que je ramène de mon cabinet. Je pourrais vous en citer plein, mais ceux-ci, je pense, vous donneront une palette un petit peu plus large. Je vais vous parler tout d'abord d'Elisabeth. Elisabeth, 65 ans, est venue me voir à mon cabinet il y a 2 ans maintenant. Elisabeth souffrait de trichotillomanie. La trichotillomanie, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est le fait de s'arracher les cheveux ou les cils de manière compulsive, avec évidemment, vous imaginez, des effets délétères sur le plan esthétique, et c'est surtout les femmes en plus qui subissent cette manie. Elisabeth, en plus de cette manie qu'elle traînait donc depuis 40 ans, avait un problème associé à cette trichotillomanie, à savoir qu'elle se mangeait les cheveux qu'elle s'arrachait. Et non seulement elle les mangeait, mais elle aimait tellement ça qu'elle ne pouvait s'empêcher d'aller récupérer les cheveux qui étaient sur sa brosse pour les manger. Alors autant vous dire qu'elle n'en était pas fière de cette manie. En plus, elle n'arrivait pas à se l'expliquer. Donc voilà, elle ne comprenait pas, elle ne pouvait pas en parler, ça la dégoûtait. Et nous n'avions pas d'événement source pour remonter à l'origine de cette manie. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? Nous sommes partis du principe, comme c'est souvent le cas en hypnothérapie, que lorsque l'inconscient met en place une manie de ce type, ou un tic, ou un comportement en tous les cas, c'est qu'il l'a fait en réponse à une problématique qu'il n'a pas su gérer autrement. Mais si l'inconscient a réussi à mettre en place ce comportement, pourquoi n'arriverait-il pas à le défaire, à le déprogrammer ? C'est donc avec ce postulat que nous avons fait une séance en allant tout simplement demander à l'inconscient de changer ce comportement, de le remplacer par quelque chose qui soit plus écologique pour Elisabeth, qui soit supportable et qui n'aille pas l'empoisonner au quotidien. Alors vous me croirez ou non, en une seule séance, Elisabeth s'est libérée de ce qui l'enchaînait depuis 40 ans. Alors je ne suis pas en train de vous dire que l'hypnose est magique, qu'à chaque fois on a des réussites exceptionnelles en one-shot comme ça, non, ça serait trop beau. Mais souvent on a effectivement des résultats assez inespérés. Je vais maintenant vous parler du cas de Jean-Louis. Jean-Louis, la soixantaine, est venu me voir, lui, il y a 3 ans, pour un sevrage tabagique. Très gros fumeur. Il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Il voulait à tout prix se défaire de cette addiction dont il n'en pouvait plus. Alors il avait essayé, durant toutes ces années, bien évidemment, d'arrêter de fumer. Il avait testé les substituts nicotiniques.
Il avait testé les médicaments censés le dégoûter de la cigarette. Alors oui, ça avait fonctionné, mais un temps seulement. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec ses manières de faire, il n'était pas allé travailler le lien psychologique qui l'enchaînait à sa cigarette. Qu'est-ce qui faisait qu'il avait besoin, a priori, de cette cigarette pour mener sa vie correctement ? Qu'est-ce qui faisait qu'il en était esclave ? Nous sommes donc allés travailler ce lien à la cigarette en l'espace de 2 séances, et là, Jean-Louis a complètement arrêté de fumer. Il m'a fait un magnifique message d'ailleurs à l'issue de ces 2 séances. Et je sais que ça a tenu, puisque Jean-Louis est revenu me voir là, fin août. Il est revenu me voir pour une toute autre problématique, il avait pris du poids. Alors n'allez pas vous méprendre, sa prise de poids n'avait rien à voir avec le sevrage tabagique, puisque quand nous allons défaire le lien psychologique à une addiction en hypnose, nous allons supprimer le manque qui normalement apparaît quand on se sevre. Donc s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de grignotage, il n'y a pas de raison de prendre du poids. Non, Jean-Louis, lui était arrivé une très jolie chose, il avait rencontré une compagne. Une compagne qui, en plus de toutes ses qualités, était un fin cordon bleu. Un peu trop. Donc il avait pris du poids, Jean-Louis. Il n'arrivait plus à gérer son appétit, ses quantités. En fait, il n'arrivait plus à écouter son corps, sa satiété. Et bien donc la rebelote, nous avons refait 2 séances avec Jean-Louis, qui est quand même très très réceptif à l'hypnose. Avec lui, ça va très vite. Et en 2 séances, nous lui avons appris à nouveau à recommuniquer avec son corps, à pouvoir l'écouter et à pouvoir dissocier, comme je le disais tout à l'heure, sa relation à l'alimentation de ses émotions. Il aimait cette femme, mais ce n'était pas en mangeant 10 fois de son plat qu'il allait le lui prouver. Voilà. Donc Jean-Louis a réussi à nouveau, et me l'a encore écrit avec un merveilleux message, à se libérer à nouveau de ces compulsions et à pouvoir manger en toute conscience, en toute modération, sans frustration et toujours avec plaisir, c'est important. On ne va pas gérer les troubles du comportement alimentaire en faisant en sorte que les personnes soient écœurées ou dégoûtées de la nourriture. Non, sûrement pas, ça serait trop dommage. Je finirai par un 3e exemple. Avec Sarah, 46 ans, qui elle est venue me voir en début d'année. Alors, Sarah, elle est venue avec une demande un peu futile, a priori. Elle avait une addiction au gâteau. Ok. Mais comme avant chaque séance d'hypnose, nous avons commencé par cette fameuse anamnèse dont je vous parlais tout à l'heure. Et au fil de la discussion, Sarah m'a avoué que pendant son enfance, très exactement de l'âge de 4 à 11 ans, elle avait été abusée par son grand-père. Un traumatisme qu'elle n'avait jamais travaillé, avec lequel elle essayait de vivre tant bien que mal, même si ça posait des problèmes dans son couple, dans son intimité, dans sa confiance en elle, enfin, ça avait beaucoup de répercussions. Et au fil de la discussion, non seulement elle a osé m'avouer ça, mais en plus, elle a fait une association qu'elle n'avait encore jamais faite. Elle s'est souvenue que son grand-père, à chaque fois qu'il abusait d'elle, pour garantir son silence, lui offrait un gâteau. Vous imaginez bien que la vision du gâteau s'est tout à coup transformée. Ce gâteau, finalement, ce n'était rien d'autre que le symbole de cet abus qu'elle avait vécu pendant 7 ans. Alors nous sommes allés travailler, non pas sur la relation au gâteau en elle-même, bien évidemment, nous sommes allés travailler avec Sarah sur le traumatisme qu'elle avait vécu. Parce qu'il y a ça de bien avec l'inconscient. Il n'aime pas trop la temporalité. Avec l'inconscient, on peut aller dans le passé, rester dans le présent, se projeter dans le futur. Tout est possible. Donc là, en l'occurrence, nous avons fait ce que nous appelons une régression en âge. Nous sommes retournés dans la vie de Sarah, de ses 4 à 11 ans. Alors, non pas pour effacer ce souvenir, nous n'avons pas cette prétention en hypnose ni cette capacité, il faut être clair. Nous allons simplement, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme pour les victimes de traumatisme, modifier leur angle de vue par rapport à ce traumatisme.
leur faire revivre les choses de manière dissociée avec des émotions qui du coup vont être nettement différentes, beaucoup plus aplanies et beaucoup moins souffrantes. Alors oui, Sarah, elle est repartie de la séance avec toujours ce souvenir en bagage, mais je peux vous assurer que son bagage s'était nettement allégé. Tant et si bien qu'elle a enfin réussi à parler de ça à sa famille, à ses enfants, à son mari, pour la première fois, après toutes ces années, 40 ans de passé. Nous avons continué avec Sarah quand même à travailler sur le lien à ce gâteau pour boucler la boucle et couper avec ce symbole. Et aujourd'hui, elle est libérée de cette compulsion au gâteau et beaucoup plus légère quant à son histoire. Alors voilà quelques exemples que je peux vous donner de ce que j'ai pu travailler dans mon cabinet. Encore une fois, il y aurait beaucoup d'autres histoires à vous raconter, mais j'espère en tous les cas qu'à travers ces cas, ces exemples, vous avez pu comprendre un petit peu mieux ce qu'était l'hypnose thérapeutique, à quoi elle pouvait servir, de quelle manière elle pouvait vous aider à ouvrir votre marmite, à aller chercher au fond de vous ces ressources que vous avez. N'en doutez jamais. La seule chose, c'est que vous n'avez pas le moyen d'y accéder. Alors autorisez-vous à plonger dans votre marmite pour vous libérer de vos peurs, de vos freins, quels qu'ils soient, vous libérer de vos traumatismes et vous ouvrir enfin à la vie que vous avez envie de vivre. Tout est possible. On nous l'a très bien dit tout à l'heure. Alors osez sauter le pas et osez aller voir votre potion magique. Merci.